Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a détourné des ressources critiques vers un noyau restreint de projets technologiques avancés. Alors que le front oriental s'effondrait et que les villes étaient bombardées quotidiennement, Peenemünde, Mittelwerk et d'autres centres continuaient d'opérer en priorité maximale. C'est là que des armes étaient développées, non pas en réponse à des besoins tactiques immédiats, mais selon une logique différente. Altérer la nature même du combat avec une technologie qu'aucun adversaire ne possédait à l'époque. De cet effort sont nés des systèmes d'une sophistication sans précédent. Le Pfeffer-2 a ouvert l'ère balistique en devenant le premier missile de l'histoire, montant jusqu'à la frontière de l'espace et tombant sur sa cible sans avertissement possible. En parallèle, la Fritz X a démontré qu'une bombe pouvait être guidée par radio après son lancement, permettant des attaques précises contre des cuirassés depuis une grande altitude. Dans les airs, le ME-262 a introduit la propulsion à réaction en combat, dépassant en vitesse n'importe quel chasseur allié, tandis que sur Terre, le Wasserfall C-2 a été conçu comme le premier missile antiaérien guidé de l'histoire, conçu pour détecter, suivre et intercepter les bombardiers à grande altitude grâce au contrôle radio. Même dans le domaine nucléaire, l'Allemagne a construit des réacteurs expérimentaux utilisant de l'uranium métallique et de l'eau lourde. Ce sont des armes en avance sur leur temps, techniquement avancées et conçues pour un type de guerre que l'humanité n'avait pas encore connu. Ce documentaire analyse 15 armes du Troisième Reich qui auraient pu modifier le cours de la guerre. L'agrégat 4 et la naissance des missiles balistiques. Le 8 septembre 1944, un projectile traversa l'atmosphère terrestre à plus de 5700 km/h et s'abattit sur Londres sans avertissement préalable. Il n'y eut pas le temps d'émettre des alertes, ni la moindre possibilité de l'intercepter. C'est à ce moment-là qu'a commencé l'ère des missiles balistiques. L'agrégat 4, rebaptisé par la propagande nazie sous le nom de Vergeltungswaffe 2, qui signifie « arme de représailles numéro 2», a été développé par l'équipe de l'ingénieur allemand Werner von Braun au centre de recherche de Peenemünde entre 1939 et 1944. Ce missile mesurait 14 mètres de long, pesait 12 500 kg et transportait une ogive explosive de 1000 kg d'amatol, un puissant explosif militaire. Son moteur à fusée utilisait un mélange d'éthanol et d'oxygène liquide comme carburant et oxydant, générant une poussée équivalente à 25 tonnes pendant 65 secondes. Grâce à cette puissance, le projectile atteignait une altitude de 90 km, frôlant l'espace, avant de commencer sa descente vers la cible à une vitesse supersonique. Le système de guidage était inertiel, ce qui signifie qu'il ne dépendait pas de signaux externes. Il utilisait des gyroscopes pour maintenir l'orientation et des accéléromètres pour mesurer la vitesse et la distance parcourue. Ces instruments déterminaient le moment exact où le moteur devait s'arrêter pour que le missile suive une trajectoire balistique jusqu'à la cible. Pendant la phase de propulsion, le contrôle était assuré par des ailerons en graphite situés dans le jet de gaz du moteur et 4 surfaces aérodynamiques externes qui stabilisèrent le vol. Malgré cette technologie avancée pour l'époque, la précision était limitée. Le point d'impact pouvait être dévié de plusieurs kilomètres par rapport à la cible prévue, ce qui faisait du V2 une arme conçue principalement pour semer la terreur dans de vastes zones urbaines plutôt que pour détruire des cibles militaires spécifiques. Entre septembre 1944 et mars 1945, environ 3000 missiles V2 ont été lancés, principalement contre Londres, Anvers et Liège. Le bilan fut de 9000 morts, dont plus de 2700 en Angleterre. La fabrication de cette arme nécessita la construction d'une immense usine souterraine appelée Mittelwerk, exploitée par des travailleurs forcés venant du camp de concentration Dora-Mittelbau. Plus de 20 000 personnes moururent pendant le processus de production des missiles, un chiffre bien supérieur au nombre de victimes causées par leur utilisation en combat. D'un point de vue stratégique, le V2 n'a pas changé le cours de la guerre. Son coût de production était extrêmement élevé, sa précision insuffisante pour des objectifs militaires spécifiques et son apparition trop tardive pour avoir un impact décisif. Cependant, son héritage technologique fut considérable. Après la fin du conflit, les États-Unis et l'Union soviétique capturèrent des missiles complets, de la documentation technique et du personnel scientifique allemand.
Werner von Braun et des centaines d'ingénieurs furent transférés aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip, où ils développèrent les fusées Redstone et, plus tard, le Saturn V qui permit à l'homme de se rendre sur la Lune, lors du programme Apollo. La technologie du V2 devint ainsi la base directe des programmes de missiles balistiques pendant la guerre froide. Fritz X, la première bombe guidée de précision. Alors que le V2 attaquait les villes de manière indiscriminée, l'Allemagne développait en même temps une arme radicalement différente, conçue pour la précision chirurgicale. Il s'agissait du Ruhrstahl SD 1400X, connu sous le nom de Fritz X, la première bombe guidée de précision utilisée de manière opérationnelle en combat, spécifiquement conçue pour détruire des navires de guerre lourdement blindés. L'ingénieur Max Kramer a dirigé le développement de ce système entre 1939 et 1943. La Fritz X était une bombe perforante de 1400 kg, équipée de 4 ailerons mobiles, permettant de modifier sa trajectoire et d'un récepteur radio qui recevait des ordres depuis l'avion de lancement. Elle était transportée par le bombardier Dornier DO-217 et lancée depuis des altitudes supérieures à 6000 mètres. Pendant sa chute, un opérateur à bord de l'avion suivait visuellement le projectile grâce à un signal lumineux situé à l'arrière de la bombe. À l'aide d'un levier de contrôle semblable à un joystick, il envoyait des corrections de trajectoire par radio, guidant manuellement la bombe jusqu'à sa cible. Lors de sa chute presque verticale, la Fritz X atteignait des vitesses proches de 1000 km/h et était capable de perforer jusqu'à 130 mm de blindage naval avant d'exploser avec ses 320 kg d'explosifs. Cette capacité en faisait une menace réelle, même pour les cuirassés et les croiseurs lourds, jusqu'alors très difficiles à détruire depuis les airs. Son premier usage en combat eut lieu le 9 septembre 1943. Ce jour-là, après l'armistice de l'Italie avec les Alliés, une Fritz X toucha le cuirassé italien Roma. Le projectile traversa les ponts du navire et explosa à l'intérieur, causant la mort de 1393 membres d'équipage et le naufrage du navire. Ce même jour, une autre bombe du même type endommagea gravement le cuirassé Italia. Au cours des mois suivants, l'arme fut utilisée contre des objectifs alliés en Méditerranée, endommageant le cuirassé britannique HMS Warspite et d'autres navires de moindre taille. La principale limitation du système était sa dépendance à la visibilité directe. L'avion de lancement devait maintenir une trajectoire stable tout au long de la descente de la bombe, ce qui le rendait vulnérable pendant plusieurs minutes aux feux antiaériens et aux chasseurs ennemis. De plus, l'opérateur devait simultanément voir à la fois la cible et le projectile, ce qui était impossible par mauvais temps ou en présence de fumée. À la fin de l'année 1944, les Alliés commencèrent à utiliser des contre-mesures électroniques qui interféraient avec les signaux radio, et la supériorité aérienne alliée rendit pratiquement impossible de maintenir les conditions nécessaires pour le guidage. Bien qu'elle ait cessé d'être utilisée en 1945, la Fritz X a démontré que les munitions guidées de précision étaient viables. Ces principes technologiques ont été étudiés après la guerre par les États-Unis et l'Union soviétique et ont anticipé le développement des bombes guidées par laser, télévision et systèmes de positionnement global qui seraient utilisés des décennies plus tard. Fisley F-103, le premier missile de croisière. La réponse allemande aux bombardements stratégiques alliés prit une forme inattendue. Il s'agissait d'une arme volante sans pilote, bon marché à produire et capable d'être lancée en grande quantité. Le Fiesler Fi-103, connu sous le nom de V1, fut le premier missile de croisière opérationnel de l'histoire. Conçu par l'ingénieur Robert Lusser en 1942, le V1 était, en essence, un avion sans pilote au design très simple. Il mesurait 8,32 mètres de long, avait une envergure de 5,37 mètres et pesait 2180 kg au moment du lancement. Il transportait une ogive contenant 850 kg d'amatol. Son trait le plus caractéristique était le pulsoréacteur Argus A014 monté sur le fuselage, un moteur qui fonctionnait par des explosions rythmiques et produisait un bourdonnement inconfondable, audible à des kilomètres de distance.
Ce moteur utilisait de l'essence à faible indice d'octane et générait une poussée de 2,9 kN, propulsant le missile à une vitesse d'environ 640 km par heure à des altitudes allant de 600 à 2700 mètres. Le système de navigation était simple mais efficace. Un gyroscope maintenait le cap, un baromètre altimètre contrôlait l'altitude et un anémomètre relié à un compteur mécanique mesurait la distance parcourue. Lorsque le missile atteignait la distance programmée, le système actionnait les gouvernes, faisant plonger le V1. À ce moment-là, le moteur s'arrêtait et l'explosion se produisait au moment de l'impact avec le sol. Le lancement se faisait depuis des rampes fixes de 48 mètres de long à l'aide d'un système de catapultes chimiques ou depuis des bombardiers Heinkel HE-111 en vol. La première campagne opérationnelle débuta le 13 juin 1944, à peine une semaine après le débarquement en Normandie, et se dirigea principalement contre Londres et le sud-est de l'Angleterre. Entre juin 1944 et mars 1945, environ 9500 F-1 furent lancés contre l'Angleterre. Parmi eux, environ 2400 atteignirent leurs objectifs, causant 6184 morts et 17 981 blessés. Après la libération d'Anvers en septembre 1944, 2900 autres missiles furent lancés contre cette ville. La production totale dépassa les 30 000 unités, avec un coût par missile bien inférieur à celui du V2. Les Britanniques développèrent un système de défense en plusieurs couches. Il comprenait des batteries antiaériennes concentrées sur la côte sud, des ballons de barrage au-dessus des zones peuplées et des chasseurs rapides comme le Hawker Tempest et le Gloucester Meteor, le premier chasseur à réaction alliée. Les pilotes imaginèrent même des techniques risquées, comme voler à côté du V1 et utiliser le courant d'air généré par l'aile pour le déstabiliser. L'efficacité de la défense s'améliora considérablement avec le temps. Au début, seulement 17% des V1 détectés étaient interceptés. En mars 1945, ce chiffre dépassait les 80%. La précision du V1 était faible, avec des écarts de plusieurs kilomètres par rapport à la cible prévue, ce qui limitait son utilité aux attaques contre des zones étendues. Cependant, son faible coût et sa facilité de production en faisaient une arme efficace pour saturer les défenses ennemies. Son impact psychologique fut énorme. Le bruit du moteur avertissait de son arrivée, mais lorsque le bourdonnement cessait, la population savait que l'explosion se produirait en quelques secondes, sans savoir exactement où. Le Fi-103 établit le concept opérationnel du missile de croisière moderne. Vol propulsé à basse altitude, navigation autonome et coût relativement bas. Les États-Unis étudièrent les exemplaires capturés et développèrent le JB-2 Loon, une copie presque identique, bien que la guerre se terminât avant qu'il puisse être utilisé. Les principes du V1 influencèrent directement le développement des missiles de croisière ultérieurs, tels que le BGM-109 Tomahawk. Wasserfall C-2, le premier missile antiaérien guidé de l'histoire. Le bombardement stratégique allié sur l'Allemagne posa un défi technique sans précédent. Comment intercepter de grandes formations de bombardiers volant à environ 8000 mètres d'altitude, protégés par des chasseurs d'escorte et hors de portée de l'artillerie antiaérienne conventionnelle? La réponse allemande fut le Wasserfall, la première tentative sérieuse de développer un missile guidé depuis le sol pour détruire les avions ennemis en plein vol. Le projet commença en 1942 au centre de recherche de Peenemünde, sous la direction initiale du docteur Walter Thiel, en s'appuyant sur l'expérience acquise avec le développement du missile A4, plus connu sous le nom de V2. Le Wasserfall était en essence une version réduite de ce missile, conçu non pas pour attaquer des villes lointaines, mais pour une interception verticale rapide contre des cibles aériennes. Il mesurait 7,85 mètres de long, pesait 3700 kg et transportait une ogive explosive de 306 kg. Initialement, une charge de seulement 100 kg était prévue, mais celle-ci fut augmentée après avoir constaté la difficulté de réussir un impact direct contre un avion en mouvement. Contrairement au V2, qui utilisait de l'oxygène liquide extrêmement froid et volatile qui s'évaporait en quelques heures, le Wasserfall employait des propergols hypergoliques stockables. Cela signifie que le carburant et l'oxydant s'enflammèrent spontanément au contact et pouvaient être stockés pendant de longues périodes. L'oxydant était de l'acide nitrique fumant, connu sous le nom de code Salbei.
Et le carburant était le Visol, un mélange chimique d'éthylène vinyle éther, d'aniline et de xylidine. Cette combinaison permettait de maintenir le missile prêt à être lancé pendant des semaines, une condition essentielle pour un système de défense aérienne devant répondre rapidement aux attaques imprévues. Le moteur à fusée du Wasserfall générait une poussée équivalente à 8 tonnes pendant 45 secondes. Cela permettait au missile d'atteindre une vitesse de 760 mètres par seconde et d'atteindre des altitudes allant jusqu'à 18 000 mètres, suffisantes pour intercepter les bombardiers lourds. Le temps de réponse depuis la détection de la cible jusqu'au lancement était estimé à moins de 90 secondes, une performance remarquable pour la technologie de l'époque. Le système de guidage, connu sous le nom de Burgund, fonctionnait par radiocommande. Un opérateur au sol suivait simultanément l'avion ennemi par radar et le missile par observation visuelle ou via un radiophare installé sur le projectile lui-même. Depuis la station de contrôle, des corrections de trajectoire étaient envoyées par radio. Le missile répondait à ces ordres à l'aide d'ailerons aérodynamiques et de petites palettes de contrôle situées dans le jet de gaz du moteur. Des versions plus avancées avec guidage par radar automatique furent développées, mais aucune n'atteignit un niveau de fiabilité suffisant pour une utilisation opérationnelle. Le développement du Wasserfall fut semé de difficultés. En août 1943, un bombardement allié sur Peenemünde fit la mort du docteur Walter Thiel, ce qui représenta un coup dur pour le programme et provoqua d'importants retards. Les premiers lancements d'essais, réalisés en février 1944, échouèrent à cause de problèmes de moteur et n'atteignirent que des altitudes d'environ 7 km. Entre 1944 et février 1945, environ 35 lancements d'essais furent réalisés, avec des résultats très variables. Le programme fut officiellement annulé le 6 février 1945, lorsque la situation militaire allemande était déjà insoutenable et que les ressources disponibles devaient être concentrées sur la production d'armes conventionnelles pour la défense immédiate. Aucun missile Wasserfall n'entra en service opérationnel. Les propres estimations allemandes indiquaient qu'une batterie efficace aurait besoin de 20 à 30 missiles pour garantir l'interception d'une seule formation de bombardiers. Pour couvrir adéquatement le territoire allemand, des centaines de batteries auraient été nécessaires, une exigence logistique et de production complètement irréaliste pour un pays dont l'appareil industriel s'effondrait sous les bombardements alliés. Malgré cela, son héritage fut profond. Après la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique capturèrent des documents techniques, des missiles d'essai et du personnel scientifique lié au programme. Aux États-Unis, le projet Hermes II, développé sur le polygone de White Sands, incorpora une technologie dérivée du Wasserfall. En Union soviétique, le programme R-101, dirigé par l'ingénieur Sergueï Korolyov, étudia en détail le design allemand. Les systèmes de missiles solaires développés pendant la guerre froide, tels que le Nike Ajax américain et le S-25 Berkut soviétique, intégrèrent directement des principes techniques et opérationnels du Wasserfall, propulsion par fusée, guidage par radio, grosses ogives de fragmentation et système radar de suivi. Le Wasserfall démontra que l'interception d'objectifs aériens à l'aide de missiles guidés était techniquement viable. Le concept qui n'a pas pu se concrétiser en 1945 est devenu, dans les décennies suivantes, la base de tous les systèmes modernes de défense aérienne. X-Gerais et Knickebein, guerre électronique dans la bataille d'Angleterre. Le bombardement nocturne posait un problème technique fondamental pour la Luftwaffe. Comment localiser les objectifs avec précision sans repère visuel, en volant pendant des heures sur un territoire ennemi dans l'obscurité totale? La navigation traditionnelle à l'aide de compas et de cartes était insuffisante. La solution allemande consistait à transformer un système civil d'atterrissage en le premier système opérationnel de guidage par radio pour le bombardement stratégique. Le principe technique provenait du système Lorenz, développé dans les années 1930 par l'entreprise allemande C. Lorenz AG pour faciliter les atterrissages en conditions de faible visibilité. Son fonctionnement était simple mais efficace. 2 émetteurs émettaient des faisceaux radio légèrement décalés. L'un transmettait des signaux de points en code morse et l'autre des signaux de tirets. Si le pilote entendait plus de points que de tirets, il savait qu'il devait corriger sa trajectoire vers un côté. S'il entendait plus de tirets, il devait corriger dans l'autre direction. Lorsque les 2 signaux se superposaient, un ton continu se produisait,
indiquant que l'avion était parfaitement aligné avec le faisceau. Knickebein, qui signifie « jambes pliées », fut la première adaptation militaire de ce système. Des stations émettrices installées dans l'Europe occupée projetaient des faisceaux radio-directionnels et étroits vers le territoire britannique. Les bombardiers Heinkel HE-111 étaient équipés de récepteurs standards capables de capter ces signaux sans nécessité d'équipements spéciaux supplémentaires. Un deuxième faisceau, croisant perpendiculairement au premier juste au-dessus de la cible, indiquait le moment exact où les bombes devaient être larguées. De cette manière, des bombardements nocturnes pouvaient être réalisés avec une précision jusqu'alors impossible, sans dépendre de la vision directe du terrain. Pendant les premiers mois de la Blitz, commencée en septembre 1940, Knickebein se montra efficace. Les bombardiers allemands réussissaient à atteindre des objectifs précis avec une précision bien supérieure à celle de la navigation nocturne conventionnelle. Cependant, le système présentait des vulnérabilités importantes. Il fonctionnait sur des fréquences qui pouvaient être détectées et brouillées, et la géométrie de ces faisceaux était relativement simple. Les services de renseignement britanniques avaient reçu des avertissements concernant ces systèmes même avant le début de la guerre. Une fois les fréquences utilisées identifiées, l'équipe scientifique britannique, coordonnée par le docteur Reginald Victor Jones, développa des contre-mesures électroniques. Les stations britanniques retransmettaient les signaux allemands avec des modifications délibérées, induisant en erreur les navigateurs allemands sur leur position réelle. Cette technique de brouillage intentionnel, pionnière de ce qui serait plus tard appelé la guerre électronique, dégrada progressivement l'efficacité de Knickebein. En septembre 1940, les opérations britanniques de brouillage avaient considérablement réduit son utilité militaire. La réponse allemande fut le X-Juret, connu sous le nom de dispositif X, un système beaucoup plus sophistiqué. Il fonctionnait sur des fréquences plus élevées, ce qui rendait l'interférence plus difficile, et utilisait plusieurs faisceaux au lieu de seulement 2. 3 faisceaux principaux remplissaient des fonctions distinctes. L'un marquait la route vers la cible, un autre avertissait de l'approche, et un troisième permettait de calculer le moment exact du largage des bombes. L'élément le plus innovant était un chronomètre spécial installé à bord de l'avion. Celui-ci se déclenchait dès que l'avion franchissait le premier faisceau d'avertissement et mesurait avec une grande précision le temps de vol et la distance parcourue, automatisant le bombardement lorsque les signaux indiquaient que l'avion se trouvait exactement au-dessus de la cible. Ce niveau d'automatisation constitua un progrès significatif dans la précision du bombardement nocturne, mais il nécessitait également un équipement spécifique et des équipages hautement entraînés. Seules des unités sélectionnées, comme le Kampfgeschwader 100, furent équipées du X-Juret. Ces unités agissaient en tant que formation de repérage. Elles utilisaient le système pour localiser précisément la cible, lançaient des fusées éclairantes pour la marquer visuellement, et les vagues principales de bombardiers suivirent ces marques. Les Britanniques intensifièrent leurs contre-mesures dans ce qui devint connu sous le nom de la bataille des faisceaux. La combinaison d'interception de signaux, de brouillage dirigé et d'émission de signaux falsifiés finit par compromettre également l'efficacité du X-Juret. À la mi-1941, avec la préparation de l'invasion de l'Union soviétique absorbant les ressources de la Luftwaffe, le bombardement stratégique sur l'Angleterre diminua considérablement et ces systèmes perdirent de leur pertinence opérationnelle. L'héritage de Knickebein et du X-Juret fut double. D'une part, ils démontrèrent que la navigation et le bombardement guidés par radio étaient viables, anticipant des systèmes ultérieurs tels que l'ORAN et, des décennies plus tard, le GPS. D'autre part, ils établirent les bases de la guerre électronique moderne, fondée sur un cycle constant de mesures et de contre-mesures qui continue de définir les conflits technologiques actuels. Goliath SDKFZ 302/303, le véhicule de démolition sans pilote. L'idée d'un véhicule explosif contrôlé à distance n'était pas nouvelle en 1942. Pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs inventeurs avaient expérimenté les soi-disant torpilles terrestres pour traverser le terrain entre les tranchées. Les Français développèrent des prototypes tels que le Crocodile Schneider et l'Obrio Gabet, ce dernier étant électrique et contrôlé par câble. Bien que ces expérimentations aient été marginales et éclipsées par le développement du char blindé, elles ont établi un concept clé.
Un petit véhicule sans pilote pouvait s'approcher des fortifications ennemies en transportant des explosifs et ainsi réduire les pertes humaines. Le développement allemand du Goliath commença en 1940, lorsque la Wehrmacht captura près de la rivière Seine un prototype conçu par l'ingénieur français Adolf Kegress. Le bureau des armements allemands confia à l'entreprise Borgward le développement d'un véhicule similaire avec une spécification précise, transporter au moins 50 kg d'explosifs jusqu'à la cible. Le résultat fut le SDKFZ 302, désigné officiellement comme porteur de charges légères. Le SDKFZ 302 mesurait environ 1,50 m de longueur, 0,85 m de largeur et 0,56 m de hauteur, avec un poids de 370 kg. Son blindage était minimal, seulement 5 mm d'acier, suffisant pour le protéger des éclats, mais inutile contre les tirs directs d'armes légères. Il transportait 60 kg d'explosifs à l'avant. Sa caractéristique la plus marquante était le système de contrôle. L'opérateur restait à une distance sûre et contrôlait le véhicule à l'aide d'une boîte de commande similaire à un joystick, connectée par un câble triple d'environ 650 mètres enroulé sur un tambour situé à l'arrière. C'est par ce câble que les ordres de mouvement, de direction et de détonation finale étaient transmis. La première version utilisait une propulsion électrique à l'aide de 2 moteurs, ce qui offrait un contrôle fluide et précis, mais générait d'importants problèmes pratiques. Le coût de production en 1942 était d'environ 3000 Reichsmark par unité, un prix élevé pour une arme conçue pour un usage unique. De plus, la nécessité de recharger les batteries en zone de combat compliquait sérieusement la logistique. Ces limitations conduisirent au développement du SDKFZ 303, disponible dans les variantes 303A et 303B, qui remplaça la propulsion électrique par un moteur à essence Zundap de 2 temps et 2 cylindres avec une puissance d'environ 12,5 chevaux. Le SDKFZ 303 représenta une amélioration à plusieurs égards. Le blindage fut renforcé à 10 mm, le poids augmenta à 430 kg, la charge explosive passa à 100 kg et l'autonomie opérationnelle s'élargit considérablement, atteignant jusqu'à 12 km sur route et environ 7 km en terrain irrégulier. Cependant, la vitesse maximale resta autour de 6 km/h et la distance au sol, de seulement 11,4 cm, limitait gravement sa capacité à franchir les obstacles. Les Goliath entrèrent en service au début de 1942 et furent déployés sur tous les fronts où opérait la Wehrmacht. Des unités de chars et d'ingénieurs les utilisèrent contre des fortifications, des véhicules blindés immobilisés et des concentrations de troupes. Leur utilisation est documentée à Anzio en avril 1944, pendant l'insurrection de Varsovie entre août et octobre 1944, et dans les défenses côtières de Normandie le 6 juin 1944. Les résultats en combat furent, en général, décevants. Le câble de contrôle était son principal point faible. Il pouvait être facilement coupé par l'artillerie, par des explosions proches ou même par le feu d'armes légères, rendant le véhicule immobile et inutilisable. La faible vitesse et le profil bas, bien qu'il compliquait sa détection initiale, impliquaient également qu'il avait besoin de plusieurs minutes pour atteindre des objectifs à des distances modérées, un temps durant lequel il pouvait être découvert et détruit. Le blindage de 5 à 10 mm n'offrait aucune protection réelle contre tout calibre supérieur à celui d'un fusil. Entre 1942 et 1945, environ 7564 unités de Goliath de toutes les variantes furent produites. Malgré ce nombre considérable, l'arme ne fut jamais considérée comme un succès tactique. Les analyses ultérieures soulignèrent de multiples défaillances, coûts élevés pour une arme à usage unique, mobilité très limitée sur terrain irrégulier, extrême vulnérabilité du système de contrôle et un taux élevé de panne opérationnelle. Lorsque le Goliath parvenait à atteindre sa cible et à exploser, l'effet pouvait être dévastateur, mais le pourcentage de missions réussies resta toujours faible. Après la guerre, les forces alliées capturèrent de nombreux exemplaires en bon état. Leur analyse suscita un intérêt académique, bien que l'enthousiasme pratique fût limité. Curieusement, l'aviation américaine réutilisa certains Goliath comme petits tracteurs pour déplacer des avions légers, bien que leur courte durée de vie, étant donné qu'ils étaient conçus pour une mission unique,
provoqua des pannes fréquentes. Le concept du véhicule sans pilote contrôlé à distance ne disparut pas, mais il fallut attendre le développement de systèmes de guidage par radio et d'autres moyens sans fil dans les décennies suivantes pour surmonter la dépendance aux câbles qui avait condamné le Goliath. Faf 3 Hochtrogpumpe, le supercanon de Mimoyek. La troisième arme de vengeance allemande prit une forme radicalement différente de ses prédécesseurs. Tandis que les V1 et V2 étaient des projectiles autopropulsés, la V3 était un gigantesque canon d'artillerie, conçu pour bombarder Londres depuis le nord de la France de manière continue et soutenue. Son nom technique, Hochdruckpumpe, qui signifie « pompe haute pression », décrivait précisément son principe de fonctionnement. L'artillerie conventionnelle à longue portée faisait face à un problème fondamental. Pour atteindre des distances extrêmes, il était nécessaire d'utiliser d'énormes charges propulsives concentrées dans la chambre, générant des pressions et des températures si élevées que l'intérieur du canon s'érodait rapidement. La V3 abordait ce problème de manière innovante. Plutôt que d'accélérer le projectile par une seule explosion initiale, elle utilisait plusieurs charges secondaires réparties le long du tube dans des chambres latérales. Chacune de ces charges détonnait de manière séquentielle juste lorsque le projectile passait devant sa position, ajoutant de l'énergie progressivement et répartissant l'usure mécanique le long du canon. Les spécifications du design complet étaient extraordinaires. Le tube devait mesurer environ 130 mètres de long avec un calibre de 150 mm. Les projectiles pesaient environ 140 kg et il était prévu qu'ils atteignent une vitesse de sortie proche de 1500 mètres par seconde, ce qui permettrait une portée maximale estimée à 165 km. Cette distance suffisait pour atteindre Londres depuis la région du Pas-de-Calais sans avoir besoin de rapprocher l'arme de la ligne de front. Contrairement à l'artillerie mobile, la V3 était conçue comme une installation fixe. Le canon serait monté sous un angle permanent, pointant toujours vers la cible, avec des ajustements minimaux de l'élévation et sans réelle capacité à changer de direction latérale. Le projet ne consistait pas uniquement en un gigantesque canon, mais en une infrastructure complète de bombardement stratégique. Le principal site de lancement fut construit à Mimoyek, dans le Pas-de-Calais, où l'organisation Todt dirigea l'excavation d'un énorme complexe souterrain à l'intérieur d'une colline de craie. Le design prévoyait l'installation de 25 tubes de canon répartis dans des galeries inclinées, reliées entre elles par des tunnels, des ascenseurs et des dépôts de munitions. La construction employa de la main-d'œuvre forcée, y compris des prisonniers de guerre, et représenta un investissement massif en ressources à un moment où l'Allemagne souffrait d'une pénurie critique de matériaux et de capacités industrielles. Le concept opérationnel de la V3 ne reposait pas sur des attaques ponctuelles, mais sur un bombardement continu. Avec plusieurs tubes tirant de manière coordonnée et une logistique interne conçue pour alimenter constamment les munitions, Mimoyek aurait fonctionné comme une véritable usine de feu soutenue dirigée contre Londres. Bien que la cadence de tir de chaque canon individuel fût limitée, la combinaison de 25 tubes opérant simultanément multipliait le volume total de feu. Cependant, l'arme se heurta au problème typique des projets dits « miracles » de la fin de la guerre. Elle nécessitait du temps, des ressources et une stabilité stratégique, juste au moment où l'Allemagne manquait des trois. Les tests révélèrent d'importantes difficultés techniques. La synchronisation précise des charges secondaires s'avéra beaucoup plus complexe que prévu, et l'érosion de l'intérieur du canon restait considérable malgré le système d'accélération par étapes. En parallèle, le renseignement allié identifia le complexe de Mimoyek comme une cible prioritaire dans le cadre de l'opération Crossbow, la campagne visant à neutraliser les armes de vengeance allemandes. Le 6 juillet 1944, le squadron 617 de la RAF attaqua le complexe en utilisant des bombes Tallboy de 5400 kg, spécifiquement conçues pour pénétrer les structures fortifiées. Ces bombes, développées par l'ingénieur Barnes Wallis, traversèrent le sol et les structures avant d'exploser en profondeur, provoquant des dégâts structurels dévastateurs. L'attaque rendit le complexe complètement inopérant avant que l'un des canons ne puisse entrer en fonctionnement. Malgré cela, le projet V3 ne fut pas totalement abandonné. À la fin de 1944, 2 canons de version réduite furent construits et déployés pour bombarder le Luxembourg entre décembre 1944 et février 1945, coïncidant avec la bataille des Ardennes.
Ces canons avaient des tubes beaucoup plus courts que le design original de Mimoyek, ce qui réduisait à la fois leur portée et leur complexité technique. Les résultats furent limités. La précision n'était pas suffisante pour attaquer des objectifs militaires précis et la cadence de tir était faible. L'impact stratégique fut pratiquement nul, bien loin des attentes propagandistes associées aux armes de vengeance. Le concept du canon à charge multiple par étape ne fut pas repris dans les développements ultérieurs. L'artillerie à longue portée de l'après-guerre suivit des voies conventionnelles ou fut directement remplacée par des missiles balistiques et de croisière, des technologies dans lesquelles la V1 et la V2 se révélèrent beaucoup plus prometteuses que la V3. Le complexe de Mimoyek reste aujourd'hui accessible en tant que site historique, un témoignage physique d'un projet qui combinait une ambition technique extrême avec un profond irréalisme stratégique. Ur-en-Verin, le programme nucléaire allemand. Le programme nucléaire du Troisième Reich est l'un des épisodes les plus analysés et débattus de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à d'autres projets d'armement visibles, l'effort nucléaire allemand fut fragmenté, discret et finalement insuffisant pour produire une arme nucléaire opérationnelle. Cependant, les avancées techniques réalisées et les matériaux produits confirment que l'Allemagne a travaillé activement sur la technologie nucléaire avec des applications militaires possibles. Tout commença avec la découverte de la fission nucléaire en décembre 1938 par Otto Hahn et Fritz Strassmann à l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin. La découverte, publiée en janvier 1939, provoqua une réaction immédiate dans la communauté scientifique internationale et conduisit, entre autres, au projet Manhattan américain. En Allemagne, l'effort nucléaire fut organisé sous le nom d'Ur-en-Verein, connu sous le nom de Club de l'uranium. Initialement coordonné par le Bureau des armements de l'armée, il passa ensuite sous la dépendance du Conseil de recherche du Reich. L'équipe scientifique comprenait des physiciens de premier plan tels que Werner Heisenberg, Kurt Diebner, Karl Friedrich von Weizsäcker et Walter Gerlach. L'objectif technique principal était de développer un réacteur nucléaire fonctionnel, comme étape préalable à l'obtention de matériaux fissiles pour les armes. L'idée était claire. Un réacteur utilisant de l'uranium naturel et un modérateur de neutrons, comme de l'eau lourde ou du graphite, pourrait maintenir une réaction en chaîne. Cette réaction produirait du plutonium-239 comme sous-produit, un matériau adapté aux armes nucléaires. Alternativement, l'enrichissement de l'isotope uranium-235 permettrait d'obtenir directement un matériau utilisable pour une bombe. Dès le début, le programme allemand fut freiné par des problèmes structurels. Contrairement au projet Manhattan, qui fonctionnait comme un programme centralisé avec un budget massif et une priorité absolue, l'Ur-en-Verin était dispersé entre des universités, des instituts et des laboratoires militaires, qui souvent se faisaient concurrence. Les ressources allouées étaient limitées. Alors que les États-Unis investissaient environ 2 milliards de dollars et employaient plus de 130 000 personnes, l'effort allemand ne dépassa jamais quelques centaines de scientifiques et de techniciens avec des budgets modestes. De plus, la perception du leadership nazi influença de manière décisive la priorité des projets. Ceux qui ne promettaient pas de résultats rapides perdaient de l'importance face aux armes conventionnelles ou à des systèmes comme les armes de vengeance. Malgré ces limitations, des avancées techniques significatives furent réalisées. Dans le laboratoire de Haigerloch, installé dans une grotte du sud de l'Allemagne pour le protéger des bombardements, le réacteur expérimental le plus avancé du programme fut construit. Le design utilisait environ 1,5 tonnes d'uranium métallique sous forme de cubes d'environ 5 cm de côté et 2 kg chacun. Ces cubes étaient suspendus par des câbles à l'intérieur d'un réservoir d'eau lourde qui agissait comme modérateur de neutrons. On estime que le programme produisit plus de 600 cubes d'uranium au total, répartis entre différents centres de recherche. Le réacteur de Haigerloch, cependant, présentait des lacunes fondamentales. La disposition géométrique du noyau et la quantité disponible d'uranium et d'eau lourde ne suffisaient pas pour atteindre la criticité, l'état où la réaction nucléaire se maintient de manière autosuffisante. Pendant ce temps, en décembre 1942, l'équipe d'Enrico Fermi à Chicago avait réussi la première réaction nucléaire soutenue de l'histoire. Le réacteur allemand le plus avancé, qui fonctionna en mars 1945, réussit à multiplier les neutrons, mais ne parvint pas à atteindre la criticité.
Les mesures indiquèrent qu'il aurait été nécessaire d'avoir au moins 50% de matériaux en plus, quelque chose qui était déjà impossible à produire à ce moment-là. Le programme explora également des méthodes pour enrichir l'uranium-235. Des techniques telles que la centrifugation, la séparation électromagnétique et la diffusion thermique furent expérimentées, mais aucune ne dépassa la phase expérimentale. La production d'eau lourde, essentielle comme modérateur, dépendait en grande partie de l'usine de Vemork en Norvège, qui fut la cible de réussite d'opérations de sabotage norvégiennes et britanniques en 1943, compromettant gravement l'approvisionnement. L'arrivée des forces alliées en Allemagne en 1945 donna lieu à l'opération Alsos, une mission de renseignement scientifique destinée à localiser les matériaux nucléaires, la documentation et les scientifiques du programme allemand. L'objectif était d'empêcher que cette technologie tombe entre les mains des soviétiques et d'évaluer l'état réel du programme nazi. En avril 1945, les troupes américaines capturèrent le laboratoire de Haigerloch, saisissant les cubes d'uranium, le réservoir d'eau lourde et toute la documentation. Les principaux scientifiques, dont Heisenberg, furent arrêtés et transférés à Farm Hall, en Angleterre, où ils restèrent sous surveillance tandis que leurs conversations étaient enregistrées secrètement. Les transcriptions de Farm Hall furent révélatrices. Lorsque les scientifiques allemands apprirent le bombardement d'Hiroshima en août 1945, ils montrèrent une réelle surprise face au fait qu'une arme nucléaire ait pu être développée pendant la guerre. Leurs discussions ultérieures sur la masse critique et la conception de bombes contenaient des erreurs conceptuelles qui prouvaient que le programme allemand était beaucoup plus éloigné d'une bombe fonctionnelle que ce que certains redoutaient. Le consensus historique actuel est clair. L'Allemagne possédait les connaissances scientifiques théoriques nécessaires pour développer des armes nucléaires, mais elle manquait de l'organisation, des ressources, du temps et de la priorité politique indispensable pour transformer ces connaissances en armement réel. La dispersion institutionnelle, la concurrence interne, la pénurie de matériaux critiques et surtout l'absence d'un effort comparable au projet Manhattan empêchèrent l'Ur-en-Verin de représenter une menace nucléaire efficace. Les cubes d'uranium saisis demeurent aujourd'hui comme des preuves physiques du programme. Certains sont conservés dans des musées scientifiques aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Des études récentes utilisant des techniques modernes d'analyse isotopique ont confirmé leur origine allemande et ont permis de reconstruire les méthodes de production utilisées. Ils sont le témoignage de ce qui aurait pu être et ne fut jamais, un projet scientifiquement ambitieux qui n'a pas réussi à se concrétiser. Le Bétatron et les premières expérimentations sur l'énergie dirigée. Dans les années 1940, le concept d'énergie dirigée n'évoquait pas des lasers ni des armes de science-fiction, mais des technologies réelles basées sur des ondes électromagnétiques, des faisceaux de particules et des radiations de haute énergie. Dans ce contexte, le Bétatron représentait l'un des progrès les plus importants. C'était le premier accélérateur circulaire réussi, capable de produire des faisceaux d'électrons de haute énergie par induction électromagnétique. Le principe théorique du Bétatron avait été formulé en 1922, mais les défis techniques retardèrent son développement pendant près de 20 ans. Le problème clé était de maintenir une orbite stable, tandis que le champ magnétique augmentait et que les électrons gagnaient en énergie. Pour y parvenir, le champ magnétique dans l'orbite devait être environ la moitié de la valeur moyenne du champ dans la zone délimitée par cette orbite. Cette condition permettait de maintenir constant le rayon de circulation pendant l'accélération, mais nécessitait une conception extrêmement précise des électroaimants et une synchronisation très exacte des champs magnétiques variables. Le 15 juillet 1940, le physicien Donald Kerst, à l'Université de l'Illinois, réussit le premier fonctionnement réussi d'un Bétatron, accélérant des électrons jusqu'à des énergies de 2,3 mégaélectronvolts. L'appareil fonctionnait comme un transformateur dans lequel, au lieu d'un enroulement secondaire en cuivre, le secondaire était constitué d'électrons circulant dans une chambre à vide en forme d'anneau. Le courant alternatif dans les bobines primaires générait un champ magnétique variable qui induisait un champ électrique, accélérant les électrons dans des orbites circulaires de rayons constants. Le prototype de Kerst pesait plusieurs tonnes et consommait des dizaines de kilowatts, mais il devint la source de rayons X la plus puissante de son époque.
Lorsqu'un faisceau d'électrons de plusieurs mégaélectronvolts frappe une cible métallique, il est brusquement freiné et génère des radiations de freinage, connues sous le nom de Bremsstrahlung. Ces rayons X de haute énergie peuvent traverser des matériaux denses, ce qui fit du bêtatron un outil précieux pour la radiographie industrielle, permettant d'inspecter des soudures, des pièces métalliques et des composants structuraux sans les détruire. Dans ce contexte, l'idée d'énergie dirigée se réfère à la capacité de concentrer l'énergie dans un faisceau étroit et de le diriger vers un objectif concret. Un faisceau d'électrons de haute énergie représente une grande quantité d'énergie cinétique concentrée dans un volume réduit. Bien que le bêtatron n'ait jamais été conçu comme une arme, il prouva qu'il était techniquement possible de générer et de diriger des faisceaux de particules de haute énergie, un concept qui aurait des implications militaires des décennies plus tard. En même temps, le développement de la technologie des micro-ondes transforma la guerre électronique. En 1940, John Randall et Harry Booth, à l'université de Birmingham, développèrent le magnétron à cavité résonante, un dispositif capable de générer des micro-ondes de haute puissance. En opérant sur des longueurs d'onde centimétriques, il permit de créer des radars beaucoup plus compacts et précis que les systèmes précédents. La puissance de sortie du magnétron atteignait plusieurs kilowatts en impulsion, suffisante pour détecter des objectifs à des dizaines de kilomètres. Le magnétron devint un élément clé de l'effort de guerre allié. En octobre 1940, le Radiation Laboratory de l'Institut technologique du Massachusetts fut créé dans le but de développer rapidement des systèmes de radars à micro-ondes. Jusqu'à sa fermeture en décembre 1945, ce laboratoire conçut des radars aéroportés, navals, côtiers, de contrôle de tir et de navigation, consolidant ainsi le radar comme une technologie militaire essentielle. Au total, environ 100 systèmes différents furent développés et plus d'1 million d'unités furent fabriquées. Le développement parallèle de contre-mesures électroniques conduisit au concept moderne de guerre électronique. La bataille des faisceaux entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne montra que le contrôle du spectre électromagnétique était aussi important que la domination terrestre, aérienne ou navale. Des techniques telles que l'interférence délibérée, la génération de signaux faux et la détection des émissions ennemies furent rapidement développées et restent fondamentales dans les conflits actuels. Le bêtatron continua d'évoluer. Kerst développa des machines capables d'atteindre 20 mégaélectronvolts en 1942 et jusqu'à 100 mégaélectronvolts en 1945. Cependant, le design présentait des limitations physiques liées à la saturation magnétique du fer des électroaimants et à la taille nécessaire pour atteindre des énergies plus élevées. Ces limitations conduisirent au développement du synchrotron, qui combinait accélération électromagnétique avec des champs magnétiques synchronisés, permettant d'atteindre des énergies de l'ordre du gigaélectronvolt et surmontant les contraintes du bêtatron. L'héritage du bêtatron fut double. D'une part, il démontra la viabilité d'accélérer des particules par induction électromagnétique à des énergies utiles. D'autre part, il fournit la première source pratique de rayons X de haute énergie pour des applications industrielles et médicales. Bien qu'il n'ait pas eu d'application militaire directe pendant la Seconde Guerre mondiale, les principes qu'il démontra influencèrent le développement ultérieur des accélérateurs de particules et, de manière conceptuelle, des systèmes d'armement à énergie dirigés dans les décennies suivantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine allemande n'employa pas de manière opérationnelle de fusées ou de missiles lancés depuis des sous-marins. Cependant, le concept survécut. Des décennies plus tard, les États-Unis et l'Union soviétique développèrent des missiles balistiques lancés depuis des sous-marins dans les années 50, résolvant les problèmes techniques grâce à l'utilisation de propergols stockables, de conteneurs intégrés dans la coque et de systèmes avancés de guidage inertiel. Prufstan 12, le système pour lancer les V2 depuis des plateformes sous-marines. La supériorité croissante des Alliés dans la bataille de l'Atlantique pendant les années 1943 et 1944, combinée au développement d'armes à longue portée telles que la V1 et la V2, suscita en Allemagne un intérêt logique, combiner ces deux technologies et utiliser les sous-marins comme plateforme de lancement de roquettes et de missiles. Ainsi, l'objectif était d'étendre la portée offensive allemande au-delà de ce que permettaient les torpilles conventionnelles.
La première expérience dans cette direction fut le projet Ursel, réalisé entre le 31 mai et le 5 juin 1942 en utilisant le sous-marin U-511 comme plateforme d'essai. Le concept initial était relativement simple. Il s'agissait d'installer des lance-roquettes à propergol solides non guidées sur le pont du sous-marin pour les utiliser contre les escorteurs de convoi. Ces roquettes avaient une portée très limitée, de seulement 2 à 3 km, et ne disposaient d'aucun système de guidage, ce qui restreignait leur utilité à des cibles pratiquement immobiles. Les essais révélèrent des problèmes fondamentaux. L'installation des lanceurs sur le pont compromettait sérieusement la navigabilité du sous-marin, augmentant la résistance à l'avancement en surface et modifiant négativement son comportement en immersion. De plus, sans système de guidage, les roquettes n'avaient aucune efficacité réelle contre des navires d'escorte manœuvrants. Leur utilisation pratique se limitait à des bombardements côtiers, une tâche que les canons de pont traditionnels accomplissaient de manière plus fiable, précise et économique. En conséquence, le projet fut annulé début 1943. Le concept évolua alors vers l'intégration des armes de vengeance avec des plateformes sous-marines. L'adaptation de la V1 pour un lancement naval fut considérée comme techniquement viable, bien qu'elle présentât des défis considérables. Le système nécessiterait une catapulte installée sur le pont ou sur une structure élévatrice, le stockage du missile dans un conteneur pressurisé et une procédure de préparation et de lancement qui devait être effectuée en surface. Cela impliquait que le sous-marin devrait rester exposé pendant plusieurs minutes, une vulnérabilité critique dans les dernières années de la guerre, lorsque la supériorité aérienne alliée et les radars à micro-ondes rendaient toute opération en surface extrêmement dangereuse. La portée de la V1, d'environ 250 km, permettrait en théorie d'attaquer des objectifs côtiers depuis des positions océaniques éloignées des patrouilles anti-sous-marines. Cependant, la nécessité de rester en surface annulait le principal avantage du sous-marin, la discrétion. Bien que le concept ait suscité un intérêt propagandiste, en particulier pour la possibilité théorique d'attaquer la côte des États-Unis, il ne se matérialisa jamais sous la forme d'un système opérationnel. La proposition la plus ambitieuse fut le lancement de la V2 depuis une plateforme tractée par un sous-marin. Ce système reçut initialement la désignation d'Apparatef et plus tard celle de Prüfstand 12. Le concept partait du constat d'une réalité technique évidente. Intégrer une V2 à l'intérieur d'un sous-marin conventionnel était impossible en raison des dimensions du missile, de 14 mètres de longueur, de la nécessité d'utiliser de l'oxygène liquide extrêmement froid et de la complexité de la procédure de lancement. La solution envisagée consistait en un conteneur hermétique tracté sous l'eau, sans équipage ni propulsion propre, d'une longueur de 30 à 35 mètres et un déplacement d'environ 500 tonnes. À l'intérieur, il abriterait une V2 complète en position verticale, ainsi que les systèmes de stabilisation, les réservoirs de carburant et d'oxydant et les mécanismes de lancement. Un sous-marin de type 21 tracterait le conteneur immergé jusqu'à la zone d'opération. Une fois sur place, le conteneur serait lesté pour se mettre en position verticale, le chargement des propergols commencerait et le lancement du missile serait effectué. Les difficultés techniques étaient énormes. Tracter sous l'eau une structure de 500 tonnes réduisait drastiquement la vitesse et la maniabilité du sous-marin. Le processus de préparation nécessiterait entre 30 et 45 minutes avec le conteneur en surface, pendant lesquelles il serait extrêmement vulnérable à la détection. La gestion de l'oxygène liquide, qui bout à moins 183 degrés Celsius, dans un conteneur flottant en mer ouverte, présentait des risques techniques majeurs. De plus, la précision du lancement depuis une plateforme instable serait encore pire que la précision déjà limitée des lancements terrestres. Le concept opérationnel envisageait des attaques contre des villes côtières des États-Unis, en particulier New York, depuis des positions dans l'Atlantique occidental. Étant donné la portée de la V2 d'environ 320 km, le sous-marin devrait s'approcher assez près de la côte, traversant des zones intensément patrouillées par les forces anti-sous-marines américaines. La probabilité de réussir l'approche, la préparation et le lancement sans être détecté était extrêmement faible. Le développement du Prüfstand 12 se poursuivit uniquement sur le papier jusqu'en février 1945, lorsque l'évacuation de Peenemünde mit fin de facto au programme.
Il n'existe aucune preuve qu'un prototype complet ait été construit, ni que de véritables essais de lancement depuis un conteneur tracté aient été réalisés. Le projet n'a jamais dépassé la phase conceptuelle et de conception préliminaire. Les analyses d'après-guerre menées par des ingénieurs alliés conclurent que, bien que le système ait pu être techniquement possible avec du temps et des ressources suffisantes, ses inconvénients tactiques surpassaient de loin tout bénéfice potentiel. La vulnérabilité pendant les phases de préparation et de lancement, combinée à la faible précision attendue et au coût élevé en ressources, rendèrent le concept peu rentable, comparé à des alternatives telles que l'augmentation de la production de V2 terrestres ou le déploiement de davantage de sous-marins de type 20 et 1 conventionnels. La Kriegsmarine ne réussit jamais à utiliser de manière opérationnelle des roquettes ni des missiles lancés depuis des sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le concept ne disparut pas. Des décennies plus tard, les États-Unis et l'Union soviétique développèrent des missiles balistiques lancés depuis des sous-marins dans les années 1950, résolvant les problèmes techniques grâce à l'utilisation de propergols stockables, de conteneurs intégrés dans la coque et de systèmes de guidage inertiel avancés. Comment le bombardier Silbervogel a anticipé les navettes spatiales? Entre 1933 et 1942, le physicien autrichien Eugen Sänger et la mathématicienne Irene Bredt développèrent l'un des concepts les plus ambitieux de l'ingénierie aérospatiale allemande. Il s'agissait d'un bombardier propulsé par fusée capable d'atteindre des altitudes suborbitales et d'attaquer des objectifs intercontinentaux en effectuant un vol plané avec des rebonds atmosphériques. Le design du Silbervogel était basé sur des principes avancés de la dynamique des fluides hypersoniques et de la mécanique orbitale. La configuration prévue incluait un fuselage d'environ 28 mètres de long avec des ailes en delta à faible ratio d'aspect, optimisées pour voler à des vitesses extrêmes entre Mach 13 et Mach 20. Le poids total au lancement était estimé à environ 100 tonnes, dont 90 tonnes de propergol, laissant une charge utile entre 300 et 400 kg pour l'ogive. Le lancement nécessitait une infrastructure spécialisée. Le véhicule décollerait depuis une piste de 3 km, équipé d'une catapulte propulsée par des fusées à carburant solide. Ce système accélérerait l'aéronef depuis l'arrêt jusqu'à environ 1850 km par heure. Une fois cette vitesse initiale atteinte, le moteur fusée principal, probablement alimenté par du kérosène et de l'oxygène liquide, serait allumé et propulserait le Silbervogel jusqu'à des vitesses supérieures à 20 000 km par heure, atteignant des altitudes entre 140 et 145 km. Le cœur du concept était le vol plané avec rebond atmosphérique. Après avoir atteint son point le plus élevé, le véhicule descendrait selon une trajectoire balistique. En entrant dans des couches atmosphériques plus denses, autour de 40 km d'altitude, la sustentation générée par les ailes ferait rebondir l'appareil vers le haut, revenant à des altitudes où la résistance de l'air était minimale. Ce processus se répéterait plusieurs fois, chaque rebond atteignant une altitude inférieure en raison de la perte progressive d'énergie. La portée théorique était extraordinaire. Les calculs de Sänger et Bredt indiquaient qu'un lancement depuis l'Allemagne permettrait d'atteindre la côte est des États-Unis, de libérer la charge sur la cible et de continuer le planer jusqu'à l'océan Pacifique, où le véhicule pourrait amérir ou tenter un atterrissage sur le territoire japonais. Dans certaines trajectoires, la possibilité de revenir en Europe était même envisagée. Les défis techniques étaient énormes. Le réchauffement aérodynamique lors de la rentrée produirait des températures supérieures à 1500 degrés Celsius, notamment sur le bord d'attaque des ailes et le nez de l'appareil. Les matériaux disponibles pendant la guerre ne pouvaient pas supporter ces conditions pendant de longues périodes. Sänger proposa un système de refroidissement actif par circulation du carburant à travers des canaux internes avant sa combustion, une idée conceptuellement viable mais extrêmement complexe pour la technologie de l'époque. La navigation et le contrôle posèrent des problèmes supplémentaires. À des altitudes supérieures à 50 km, les contrôles aérodynamiques traditionnels étaient inefficaces, ce qui obligeait à utiliser des systèmes de contrôle par réaction via de petites fusées. De plus, naviguer avec précision sur des trajectoires suborbitales de plus de 20 000 km était pratiquement impossible avec la technologie disponible en 1940.
Les systèmes de guidage inertiel nécessaires n'existaient pas encore, et la navigation astronomique depuis un véhicule hypersonique présentait des difficultés insurmontables. L'infrastructure de lancement constituait un autre obstacle critique. La piste de 3 km, avec son système de catapulte à fusée, serait une installation énorme, facilement visible depuis les airs et extrêmement vulnérable aux attaques préventives. Chaque lancement nécessiterait des heures de préparation, y compris le chargement des propergoles cryogéniques et des vérifications exhaustives des systèmes. Le projet reçut un soutien initial du ministère de l'Air du Reich entre 1936 et 1941, avec un financement pour la recherche de base sur les moteurs à fusée et l'aérodynamique hypersonique. Cependant, en 1942, Albert Speer évalua le projet et conclut que, bien qu'il soit techniquement fascinant, il ne pouvait produire de résultats militairement utiles dans le délai de la guerre. Hermann Göring partagea cette évaluation et priorisa les ressources pour des systèmes plus proches de la viabilité opérationnelle, comme le chasseur à réaction ME-262 et les V1 et V2. Le travail de Sanger se réduisit à des études théoriques et à des tests de composants à petite échelle. Des moteurs expérimentaux furent développés, démontrant certains principes clés, mais la construction d'un véhicule complet ou de l'infrastructure nécessaire ne fut jamais lancée. Après la guerre, les documents techniques du Silbervogel furent capturés par les Alliés. Les États-Unis transférèrent Sanger dans le cadre de l'opération Paperclip, bien qu'il revint ensuite en Europe. L'Union soviétique manifesta un intérêt notable pour le concept et en 1947, Staline ordonna de tenter de le recruter sans succès. L'héritage technique du Silbervogel fut considérable. Ses principes influencèrent le programme américain X-Wing Dyna-Soar des années 50, annulé en 1963, mais fondamental pour la recherche qui conduirait au développement de la navette spatiale. Les calculs de Sanger et Brett anticipèrent des problèmes de rentrée atmosphérique qui ne seraient pleinement résolus que dans les programmes spatiaux des années 60. Schallkanon, l'expérience pour invalider les ennemis par le son. Parmi les projets expérimentaux les plus étranges du Troisième Reich se trouve le Schallkanon, le soi-disant canon à son. Il s'agissait d'une tentative de développer une arme acoustique capable d'incapaciter ou de blesser des personnes par des ondes sonores de haute intensité, un exemple extrême de la recherche désespérée des dernières années de la guerre. Le concept était basé sur un principe réel. Le son de haute intensité peut provoquer des effets physiologiques allant de la désorientation et de la douleur à des dommages aux tissus mous et aux organes internes lorsque la pression acoustique dépasse certains seuils. Le défi technique consistait à générer, concentrer et diriger cette énergie sonore avec une intensité et une portée suffisantes pour avoir une utilité militaire. Le design du Schallkanon utilisait 2 réflecteurs paraboliques d'environ 3 mètres de diamètre, reliés à des chambres de combustion où une mixture d'oxygène et de méthane était détonée. Chaque explosion générait un pouls de pression qui, en se reflétant sur les surfaces paraboliques, concentrait l'énergie acoustique en un faisceau directionnel. Le système fonctionnait par des détonations répétées à une fréquence de plusieurs pulsations par seconde. Les spécifications exactes sont difficiles à confirmer en raison du manque de documentation. Des sources postérieures à la guerre mentionnent des pressions acoustiques supérieures à 1000 millibars à des distances d'environ 50 mètres, des niveaux qui pourraient causer des dommages significatifs en cas d'exposition prolongée. À des distances de 200 à 250 mètres, la pression acoustique serait réduite à des valeurs capables de provoquer une douleur intense et une désorientation, mais probablement pas de blessures permanentes. Les problèmes techniques étaient fondamentaux. Les ondes sonores, en particulier à basse fréquence, ont des longueurs d'onde très grandes, de plusieurs mètres, ce qui rend extrêmement difficile leur concentration en faisceaux étroits. La physique de la propagation acoustique établit que, pour obtenir un faisceau directionnel efficace, des réflecteurs beaucoup plus grands que ceux proposés seraient nécessaires, des dimensions complètement impraticables. De plus, la génération de son par des explosions de gaz était très inefficace sur le plan énergétique. La majeure partie de l'énergie se dissipait sous forme de chaleur et d'ondes de choc non directionnelles, et seule une petite fraction se convertissait en énergie acoustique utile. Les réflecteurs amélioraient quelque peu la directionnalité, mais ne pouvaient compenser ces pertes. Les tests expérimentaux ont également révélé des effets secondaires indésirables.
Le personnel exposé au fonctionnement du système a ressenti des nausées, de la désorientation et un malaise physique, ce qui indiquait que l'arme était potentiellement aussi dangereuse pour ses propres opérateurs que pour toute cible. De plus, la taille et le poids du système, qui pesait plusieurs tonnes, limitaient gravement sa mobilité. Il n'existe aucune preuve solide que le Chalcanon ait été utilisé de manière opérationnelle. Tout indique qu'il est resté en phase expérimentale. Après la guerre, des exemplaires capturés ont été analysés par des équipes alliées, principalement américaines, qui ont conclu que le système produisait des effets mesurables à très courte distance, mais manquait d'utilité militaire réelle face aux armes conventionnelles. Le concept des armes acoustiques ne disparut pas avec le Chalcanon. Pendant la guerre froide, des systèmes similaires furent explorés pour le contrôle des troubles et la négation de zones. Les dispositifs acoustiques modernes, à longue portée, utilisent des principes similaires, mais emploient une amplification électronique et des transducteurs avancés, offrant une directionnalité bien supérieure à celle qui était possible avec la technologie des années 40. Le Chalcanon est un exemple clair de la manière dont l'ambition technique peut entrer en conflit avec les limites de la physique et de la technologie disponible. La propagation acoustique impose des restrictions qui ne pouvaient être surmontées avec l'ingénierie de l'époque. Le projet reste comme un témoignage d'une époque où la pression militaire et la pénurie de ressources ont conduit à explorer des concepts extrêmes qui, bien qu'intéressants d'un point de vue scientifique, n'ont jamais eu de viabilité opérationnelle réelle. Messerschmitt Me-262, le premier chasseur à réaction opérationnelle. Le 25 juillet 1944, un pilote allié volant au-dessus de l'Allemagne fit état d'une rencontre déconcertante. Il avait été dépassé par un avion sans hélice, atteignant des vitesses jamais vues. Cet appareil était le Messerschmitt Me-262 Schwalbe, qui venait d'entrer en combat. Il devenait ainsi le premier chasseur à réaction opérationnelle de l'histoire et donnait à l'Allemagne un avantage technologique qui, s'il avait été déployé plus tôt et en plus grand nombre, aurait pu modifier de manière significative la guerre aérienne sur l'Europe. Le développement du Me-262 commença en 1938 sous la direction de Willy Messerschmitt. Cependant, les problèmes techniques et le manque de moteurs à réaction fiable retardèrent le programme pendant plusieurs années. Le premier vol propulsé exclusivement par turbine eut lieu le 18 juillet 1942, utilisant deux moteurs Junkers Jumo 00, 4 montées sous les ailes. Le design final présentait une configuration conventionnelle avec des ailes en flèche de 18,5 degrés, une longueur de 10,6 mètres, une envergure de 12,5 mètres et un poids maximum au décollage de 7130 kg. La propulsion était assurée par deux turboréacteurs Junkers Jumo 004B, chacun produisant une poussée de 8,8 kN. Ces moteurs permettaient au Me-262 d'atteindre une vitesse maximale de 870 km/h à 6000 mètres d'altitude. Cette valeur dépassait de 150 à 200 km/h celle des chasseurs à hélice alliés les plus rapides, tels que le P-51 Mustang ou le Spitfire Mk-14. La vitesse de montée atteignait les 1200 mètres par minute et le plafond opérationnel était situé autour de 11 450 mètres. L'autonomie maximale était d'environ 1050 km, bien que la consommation élevée de carburant réduisit l'autonomie réelle en combat à environ 1 heure. L'armement standard du Me-262 était redoutable. Il était équipé de 4 canons Mk-108 de 30 mm dans le nez, avec suffisamment de munitions pour causer des dégâts dévastateurs. 2 ou 3 impacts suffisaient pour détruire un bombardier lourd. Certaines variantes intégraient également 24 roquettes R-4M de 55 mm sous les ailes. Des armes RR non guidées particulièrement efficaces contre les formations serrées de bombardiers à moyenne distance. Au sein de la Luftwaffe, les unités de chasse étaient organisées en escadrilles appelées Jagdgeschwader. Et dans le cas du Me-262, se distinguait la JG-7, première unité équipée opérationnellement de ce réacteur, et la JV-44, une unité d'élite créée fin 1944 sous le commandement d'Adolphe Galland et composée de pilotes vétérans. La grande supériorité en vitesse du Me-262 obligea à développer de nouvelles tactiques de combat.
Des unités comme la JG-7 et la JV-44 utilisaient des attaques rapides contre les formations de bombardiers, exploitant leur vitesse pour traverser l'escorte, attaquer les bombardiers et se retirer avant que les chasseurs alliés ne puissent réagir. Les P-51 ne pouvaient maintenir une vitesse suffisante pour intercepter un ME-262 en vol normal, ce qui poussa les Alliés à adopter des tactiques de guérilla près des bases allemandes, attaquant les réacteurs lors du décollage ou de l'atterrissage, moment où ils étaient les plus vulnérables. Malgré son potentiel, plusieurs facteurs limitèrent son impact stratégique. Environ 1430 millions € 262 furent produits entre avril 1944 et avril 1945, mais rarement plus de 200 ou 300 étaient opérationnels en même temps. La pénurie de carburant, les bombardements alliés sur les usines et les infrastructures, ainsi que le manque de pilotes formés sur réacteurs, réduisirent considérablement sa disponibilité. Les moteurs Jumo 004B présentaient également de graves limitations. Leur durée de vie était extrêmement courte, entre 10 et 25 heures de fonctionnement, en raison du manque d'alliage résistant à la chaleur, ce qui obligeait à utiliser des matériaux de qualité inférieure. Le démarrage était complexe et les accélérations brusques pouvaient provoquer des arrêts moteurs ou des pannes catastrophiques. La réponse de l'accélérateur était lente, ce qui rendait les manœuvres en combat rapprochés difficiles. L'interférence politique aggrava encore la situation. En mai 1943, Hitler ordonna que le ME-262 soit adapté en bombardier rapide, détournant des ressources du développement en tant que chasseur-intercepteur. Cette décision retarda son déploiement dans le rôle pour lequel il était le mieux adapté jusqu'à la fin de 1944. La version bombardier pouvait transporter jusqu'à 1000 kg de bombes, mais manquait de système de visée efficace à haute vitesse, ce qui limita considérablement son utilité. Les résultats en combat furent impressionnants mais insuffisants. Des unités comme la JV-44, dirigée par Adolphe Galland et composée de pilotes vétérans, réussirent des ratios de destruction supérieurs à 5 pour 1 contre les chasseurs alliés. Néanmoins, le nombre total d'avions alliés abattus par le ME-262 est estimé entre 300 et 500, une somme incapable de compenser les énormes pertes allemandes en avions conventionnels. La vulnérabilité pendant les décollages et atterrissages fut décisive. Le ME-262 nécessitait des pistes longues et des vitesses élevées pour opérer en toute sécurité. Les Alliés établirent des patrouilles constantes près des aérodromes de réacteurs, les interceptant lorsque leur vitesse était faible et leur maniabilité limitée, provoquant des pertes importantes. L'héritage technique du ME-262 fut immense. Après la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique étudièrent en profondeur les exemplaires capturés. Son influence fut directe sur les premiers chasseurs à réaction d'après-guerre, tels que le MiG-15 soviétique et le F-86 Sabre américain. Le concept de chasseur-intercepteur à réaction à grande vitesse, inauguré par le ME-262, devint la norme de l'aviation militaire durant les décennies suivantes. Le ME-262 démontra que la propulsion à réaction offrait des avantages décisifs en combat aérien. Son échec stratégique ne résida pas dans des défaillances conceptuelles, mais dans son arrivée tardive, une production insuffisante, la fiabilité limitée des moteurs et l'effondrement général de l'industrie et de la logistique allemande en 1944 et 1945. Ce fut une vision claire de l'avenir de la guerre aérienne, mais elle arriva trop tard pour changer le cours du conflit. Horten HO-229, l'aile volante à réaction. Le concept d'aile volante, qui supprimait le fuselage et les surfaces de queue conventionnelles pour améliorer l'efficacité aérodynamique, fascinait les concepteurs depuis les années 1930. Pendant la guerre, les frères Reimar et Walter Horten portèrent cette idée à son apogée avec le HO-229, un chasseur bombardier à réaction à aile volante qui anticipa des principes qui, des décennies plus tard, seraient associés à la technologie furtive. Le HO-229 était une aile volante pure de forme triangulaire, avec des bords d'attaque très prononcés. Il mesurait 7,47 mètres de longueur, avait une envergure de 16,76 mètres et une surface alaire de 50,2 mètres carrés.
Sa structure combinait du contreplaqué sur un cadre tubulaire en acier, un choix motivé à la fois par la pénurie d'aluminium et par la réduction du poids et de la signature radar. Le poids à vide était de 4600 kg et le poids maximal au décollage atteignait les 9000 kg. La propulsion était assurée par deux moteurs Junkers Jumeau 00 4B, intégrés dans l'aile de chaque côté de la cabine centrale. Cette disposition réduisait la résistance aérodynamique par rapport à des moteurs montés sur des gondoles externes. Les performances projetées étaient remarquables, une vitesse maximale proche de 977 km/h à haute altitude, une vitesse de croisière de 800 km/h, un plafond de service de 15 000 mètres et une portée allant jusqu'à 1900 km. L'armement prévu comprenait 4 canons Mk-108 de 30 mm et la capacité de transporter jusqu'à 1000 kg de bombes dans une soute interne. L'objectif était de remplir le critère connu sous le nom de 3 pour 1000, 1000 km/h de vitesse, 1000 km de portée et 1000 kg de charge. Le programme atteignit la phase de prototype. Le HO-229 Inc. était un planeur non motorisé utilisé pour des tests aérodynamiques et vola avec succès en mars 1944. Le HO-229 Isake II, équipé de moteur, vola pour la première fois le 2 février 1945. Les premiers tests confirmèrent un comportement acceptable et des vitesses supérieures à 800 km/h. Cependant, le 18 février 1945, lors d'un vol d'essai, l'un des moteurs tomba en panne et le pilote Erwin Ziller mourut dans l'accident de l'appareil. L'un des aspects les plus frappants du HO-229 est sa faible détectabilité radar. La configuration de l'aile volante réduit les surfaces qui reflètent les signaux radar et l'utilisation étendue de bois diminue encore la signature. Certaines analyses modernes suggèrent que l'adhésif à base de charbon de bois utilisé dans la structure pourrait avoir absorbé une partie des ondes radar, bien qu'il n'y ait aucune preuve que cela ait été intentionnel. Des études réalisées des décennies plus tard indiquèrent que le HO-229 aurait eu une signature radar significativement inférieure à celle des chasseurs conventionnels de l'époque, réduisant ainsi le temps d'alerte des systèmes britanniques. Pourtant, il est peu probable que les Horten aient conçu l'avion avec des critères furtifs modernes. La faible observabilité était une conséquence indirecte des décisions aérodynamiques et des matériaux. Le développement s'arrêta avec l'avancée alliée en 1945. Environ 20 cellules incomplètes furent capturées et le prototype le plus avancé fut envoyé aux États-Unis pour analyse. L'impact ultérieur fut limité mais réel. Des concepteurs américains tels que Jack Northrop, qui travaillait indépendamment sur des ailes volantes, étudièrent l'expérience allemande. Bien que le bombardier B-2 Spirit ne dérive pas directement du H-0229, les deux partagent des solutions similaires à des problèmes communs. Le HO-229 fut le design d'aile volante le plus avancé de la Seconde Guerre mondiale. Il démontra que le concept était viable pour les avions de chasse à réaction, mais le programme se termina trop tôt pour résoudre ces derniers problèmes techniques ou atteindre la production. Avec plus de temps et de ressources, il aurait pu entrer en service, bien que son impact ait été limité par les mêmes facteurs qui affectèrent le ME-262. La doctrine Wunderwaffe est la recherche de solutions technologiques miraculeuses. Le terme Wunderwaffe, qui signifie « arme merveilleuse », résume un phénomène qui combina des avancées technologiques réelles, une stratégie militaire et une propagande politique. Pendant la phase finale de la guerre, l'Allemagne investit d'énormes ressources dans des systèmes d'armement avancés, présentés comme des solutions capables de renverser une défaite de plus en plus évidente. L'idée n'était pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, les puissances en situation désespérée ont cherché des avantages technologiques décisifs. Cependant, le programme allemand atteignit une échelle sans précédent, canalisant des ressources vers des projets qui, dans de nombreux cas, ne pouvaient pas mûrir avant l'effondrement du régime. L'intensification de cette doctrine coïncida avec le déclin de la situation militaire à partir de 1942. Après Stalingrad et l'échec sur le front de l'Est, il devint évident que l'Allemagne ne pouvait pas gagner une guerre d'usure conventionnelle. La propagande commença à insister sur le fait que des armes décisives étaient en développement et changeraient le cours du conflit. Cette narration remplissait plusieurs fonctions.
D'un point de vue militaire, elle reconnaissait implicitement que seule une supériorité technologique extrême pouvait compenser l'infériorité numérique. Politiquement, elle offrait une justification pour continuer la guerre malgré les défaites. Les Wunderwaffen couvrirent presque toutes les catégories d'armement. Les V1, V2 et FAE-3 tentèrent de restaurer la capacité d'attaque stratégique. Les réacteurs comme le ME-262 cherchaient à récupérer la domination aérienne. Les sous-marins avancés, les chars géants et l'artillerie colossale reflétaient la croyance que le pouvoir extrême compenserait l'infériorité industrielle. Le coût fut énorme. Le programme V2 consomma des ressources comparables au projet Manhattan. Chaque missile nécessitait des milliers d'heures de travail, des ressources qui auraient pu être utilisées pour produire des dizaines de milliers de chasseurs conventionnels. Le coût humain fut particulièrement élevé. La production dépendit largement du travail forcé, avec des dizaines de milliers de morts dans des usines souterraines. Cela souligne que ces projets n'étaient pas seulement des réalisations techniques, mais des produits d'un système profondément brutal. Après la guerre, les puissances victorieuses exploitèrent largement la technologie allemande capturée. Des ingénieurs et des scientifiques contribuèrent pendant des décennies à des programmes de missiles, d'aviation et de fusées. Cependant, en tant que doctrine militaire, la Wunderwaffe fut un échec. Elle dispersa des ressources, créa des attentes irréalistes et ne put compenser l'infériorité structurelle allemande. La leçon est claire. La technologie avancée peut multiplier la force, mais elle ne peut remplacer une base solide de ressources, d'industrie, de main-d'œuvre et de stratégie. La doctrine Wunderwaffe démontre qu'aucune arme miraculeuse ne peut gagner une guerre lorsque les fondements du pouvoir national se sont déjà effondrés.